Bonjour et bienvenue dans De cœur à cœur, le podcast où l'on parle à cœur ouvert de manière authentique. Je m'appelle Kelly et je vous partage ici mes réflexions pour apporter une nouvelle vision et donner l'impulsion qui, je l'espère, vous aidera à améliorer certains aspects de votre vie. Bonjour à tous, bonjour Laetitia. Bonjour. Moi, je te remercie d'avoir accepté cette invitation et puis de nous raconter ton parcours sur De cœur à cœur. Donc, pour te présenter un peu à nos auditeurs, je dirais que tu as un parcours très riche. Tu as beaucoup cheminé, beaucoup voyagé, et notamment au Tibet, j'ai vu. Et tu as aussi vécu au Canada. Et à présent, tu es installé au Portugal avec ta famille pour créer une ferme bio avec ton partenaire, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et donc, cette ferme a déjà vu le jour. Donc, j'ai vu que tu étais très active, donc herboriste, naturopathe, aromathérapeute, hypnothérapeute. Oui, Tu as écrit le livre L'autre pharmacie aux éditions Éco-Société à Montréal. Il a été publié, j'ai vu, en 2020. Là, moi, j'attends de le recevoir avec impatience parce que je trouve que c'est le livre à avoir chez soi pour prendre soin de tous les bobos, entre guillemets, qu'on peut avoir au quotidien et aussi pour prendre soin de sa famille. exactement, c'est ça. C'est un guide d'arboristerie familiale, oui, oui. Je t'ai vu le présenter sur Instagram en réel et ça donnait vraiment envie Oui, d'en voir plus à ce sujet. merci. Donc, pour Mhm. commencer, je me demandais si tu pouvais me parler de toi, de ton parcours en tant qu'arboriste, naturothérapeute, aromathérapeute et hypnothérapeute, et puis comment tu en es venu à explorer tous ces domaines. Oui, alors effectivement, en fait, j'ai fait plusieurs changements de métier dans ma vie déjà. Euh, j'ai commencé en tant qu'anthropologue. J'étais spécialisée sur le Tibet. Donc j'ai beaucoup voyagé dès le début en fait de mes études. Et puis, en fait, par ce biais-là, par le biais des voyages, je me suis intéressée au fur et à mesure aux médecines traditionnelles des pays dans lesquels je voyageais, Mm. donc notamment la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne, puis la médecine traditionnelle chinoise et évidemment la médecine traditionnelle tibétaine. Mm. Et puis j'ai pris une autre orientation. En fait, j'ai pas terminé ma thèse de doctorat en anthropologie parce que je savais que j'aurais pas vraiment de poste en fait dans la recherche. Je travaillais sur la musique tibétaine, la musique contemporaine, etc. Donc j'avais envie de passer à quelque chose de concret Mm. et j'ai commencé à travailler dans l'humanitaire pour des missions, pour des ONG en fait, pour des missions humanitaires dans plusieurs pays. Mais j'ai commencé avec le Tibet justement parce que j'étais sur place. J'ai commencé à travailler avec Médecins du Monde. Mm. Donc en fait, bon, moi, ce qui les intéressait, c'était ma connaissance du lieu, de la culture, de la langue, etc. Mais j'ai appris un peu sur le tas et puis j'ai fait un stage avec eux au siège. Et puis petit à petit, comme ça, les missions se sont enchaînées. Donc je suis partie dans plein de pays. J'ai travaillé en Guinée. J'ai travaillé après, j'ai travaillé en Europe de l'Est, donc dans les Balkans, et puis beaucoup en Asie, en fait, essentiellement en Asie. Et donc, j'ai traversé un peu tous ces pays. J'ai surtout travaillé dans des pays qui étaient pas des missions d'urgence, enfin, dans lesquels il n'y avait pas de mission d'urgence. J'ai fait une mission d'urgence, mais j'ai trouvé ça assez dur. Et donc, je suis passée plus à des missions de développement sur du long terme. Et puis après, en fait, on est parti en famille parce que j'avais une petite famille. Et donc, on a commencé à partir en famille en Indonésie. Et là, en fait, dans l'Indonésie, je pense que ça faisait déjà plusieurs années que je faisais de l'humanitaire. Et effectivement, quand j'étais dans des endroits très reculés, j'utilisais quand même pas mal les huiles essentielles qui sont quand même ultra puissantes. Et, euh, et ce que je trouvais des fois, en médecine locale, des fois je me retrouvais vraiment dans des coins très reculés. Mais là, en étant en famille, j'ai commencé à m'y intéresser encore plus, en fait, à utiliser tout ça encore plus, parce que quand on a des enfants qui sont plutôt jeunes, en bas âge, on fait un peu avec ce qu'on a, et puis on essaye de faire de la prévention aussi. Euh, Donc je m'intéressais à ça, et puis après la fin de cette mission-là, ça a coïncidé un peu à un moment où j'étais vraiment épuisée par le travail. J'ai fait une sorte de burn-out quand même professionnel. On n'a pas mis vraiment un nom dessus, j'ai pas été diagnostiquée ou autre, mais je sais que j'étais vraiment, vraiment, vraiment épuisée et que je donnais beaucoup. Et donc, je me suis dit, bon, c'est le moment de changer de vie, d'arrêter l'humanitaire. Je commençais à être un petit peu aussi critique sur ce travail, bien que c'est un travail qui est super chouette et qui apporte plein de choses. Mais
voilà, je commençais à moins y croire et donc je me suis dit: «C'est le moment de changer». Donc là, on a décidé de partir au Canada Mmh. et j'avais envie vraiment d'une nouvelle orientation et donc c'est là que je me suis dit enfin, assez naturellement, en fait, je me suis orientée vers les médecines alternatives, et la santé au naturel, quoi. Donc j'ai commencé une formation d'herboriste, en fait, dans une école à Montréal, qui donne plusieurs types de diplômes, dont un diplôme d'herboriste naturothérapeute et je me suis formée aussi à l'aromathérapie, en complément avec aussi notre école. Et puis en parallèle, comme je m'intéressais beaucoup à l'aspect émotionnel des maladies plutôt, que mental, en fait, je trouvais ça mais c'est aussi mental, on peut dire, heu, je m'intéressais beaucoup à l'hypnose thérapeutique et donc en parallèle de tout ça, j'ai suivi une formation en intensif en hypnose, pareil toujours à Montréal et donc voilà comment j'en suis arrivée et puis après, bah, j'ai approfondi ça, j'ai commencé à consulter, au Canada et puis, voilà. Voilà où j'en suis arrivée, comment j'en suis arrivée en fait à à la médecine, à toutes ces médecines, alternatives. Waouh, bah, dis donc, quel parcours! Ça Mmh devait pas être toujours évident, de, bah, de suivre toutes ces études et même peut-être de faire la mission humanitaire en étant avec, ta famille, tes enfants. Ça a dû être, oui, je comprends peut-être qu'il y a eu le burn-out, c'était peut-être en lien, ça faisait peut-être beaucoup aussi, à ce moment-là, au niveau de la mission humanitaire? Ouais, beh, c'est-à-dire que c'est un métier quand même qui est très prenant. C'est pas un métier qu'on fait si on n'est pas passionné et des fois, c'est vrai que je rentrais le soir tard. Heu, bon, en plus, quand j'étais en Indonésie, j'étais chef de mission, donc tu as beaucoup de Mmh. responsabilités sur les épaules. Tu as un gros budget à gérer, tu as toute une équipe, importante quand même à gérer et donc je revenais des fois très tard le soir, je travaillais le week-end quand il y avait des urgences ou des rapports à rendre ou des choses comme ça. Donc et puis je partais des fois sur le terrain, je partais aux réunions de chef de mission et cetera. Donc bon, j'étais pas souvent là et puis je pense que bon, c'était un peu frustrant par rapport à ma place de maman, c'est sûr. Oui. Mais bon, il y avait mon conjoint qui gérait très, très bien, donc lui, il était père au foyer et ça marchait parfaitement. Mais moi, j'aurais aimé passer un petit peu plus de temps avec eux, c'est sûr. Mmh. Mais je pense que le burn-out, c'est arrivé vraiment aussi parce que je donnais beaucoup et que j'avais fait vraiment plusieurs années, j'ai fait presque 10 ans quand même d'humanitaire Oui. et donc je suis arrivée à un point bon après, voilà, des fois, il y a des gens qui font carrière dans l'humanitaire, j'aurais pu continuer et on m'a proposé d'ailleurs un CDI à l'issue de ça, ce qui est quand même assez rare dans l'humanitaire. Ah. Mais j'ai dit: «Non, non, non, c'est plus possible en fait, je pense qu'il faut que je passe à autre chose» et puis moi je pense j'aime bien en fait suivre mon cœur justement et me dire, «Voilà, bah, là j'ai envie de faire ça et je vais faire ça» et j'ai un tempérament qui fait qu'en fait, j'ai du mal à suivre une vie plan-plan et à m'ennuyer et Mmh. je peux pas en fait, si je m'ennuie, il faut que je passe à autre chose. Enfin bon, ça paraît un peu capricieux peut-être de dire ça, je sais pas, parce qu'on n'a pas toujours la chance de faire ce qu'on veut, on pourrait dire, mais je pense que c'est aussi un choix Oui. qu'on peut, un cadeau qu'on peut se faire à soi-même et un choix qu'on fait. Et si on se donne les moyens, on peut juste suivre ce qu'on aime. Et pareil, quand j'ai commencé l'anthropologie, je me suis dit bon, les places sont très chères quand on veut faire de la recherche, avoir un poste, etc. Mais je me suis dit c'est pas grave, je le fais parce que j'aime ça et que ça me plaît et que ça me passionne. Et après on verra bien. Et puis Mmh. après, évidemment, j'ai pas eu de poste parce que effectivement, c'est très difficile. Il y a des gens qui attendent pendant des années, voire des décennies, et puis qui n'en ont jamais. Mmh. Parce que les crédits alloués à la recherche en sciences humaines en France, ou même ailleurs, hein, c'est très, 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 très faible. Mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. J'ai suivi ce que j'avais envie de faire, et puis ça m'a amené quand même quelque part, Oui. puisqu'après, bah, j'ai eu une opportunité de commencer à travailler au Tibet. Donc, mais j'aime bien quand les choses vont vite et qu'elles sont intenses et qu'il se passe Mmh. quelque chose. En fait, je pense que ce que j'ai une âme un peu aventurière et ce que je déteste par-dessus tout, c'est vraiment l'ennui, en fait, Mmh. que les choses, enfin voilà, qu'il se passe rien. J'ai toujours besoin qu'il se passe quelque chose, d'avoir des défis, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne, c'est pour ça. Mais c'est vrai que des fois, ça peut fatiguer. Le corps suit pas toujours. Je suis tombée malade en Indonésie. À Jakarta, le climat est pas top. Je veux dire, il fait très chaud, très humide et c'est très pollué. Donc, ouais, avec la fatigue et tout, je suis tombée souvent malade. J'ai eu plusieurs problèmes de santé, même un peu graves. Donc là, je me suis dit, bon, le corps dit stop. Et c'est là que je pense que c'est ça aussi qui a fait la transition avec la santé naturelle. Je me suis dit, il faut que je prenne soin de moi. Il faut, bon, je faisais attention à ce que je mangeais, etc. quand même, hein, j'avais déjà un pied dedans. Mais là, je me suis dit, bon, il faut que je passe un cran au-dessus et que je prenne soin de moi et que je prenne.
soin de ma santé et puis de ma famille et puis j'avais envie de partager ça, d'apprendre davantage pour après aussi le diffuser et le partager avec d'autres personnes autour de moi, enfin le transmettre aussi quoi, voilà. C'était ça qui m'a un peu, en fait, amenée là, quoi, voilà. Et ouais. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le corps parle et puis je pense que c'est ultra important d'arriver à suivre ses besoins, à rester aligné avec ce qui est Oui, le mieux pour nous, pour notre famille aussi, parce que ça fait partie d'un pilier important dans la vie. Donc c'est vraiment super que tu aies su voir bah, quand c'était assez et de passer à autre chose. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller au Canada? Parce que c'est à l'opposé. oui, bah, en fait, c'est drôle, enfin, dans mes choix comme ça, c'est comme si on procédait un peu toujours par élimination. Alors ça fait pas très passionné, mais c'est la vérité, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit: «Bon», à chaque fois, c'est très rationnel, en fait, Mhm. nos choix et donc là, pour le Canada, on s'est dit: «Bon», heu, je me suis dit: «Moi, je vais étudier, il faut que je me pose, de toute façon, il faut que j'arrête de bosser là, il faut que je fasse autre chose. J'ai besoin de me reposer, de me poser, de faire autre chose». Et donc en fait, forcément, bah, maintenant, c'était sur mon conjoint que allait porter, bah, en fait, faire bouillir la marmite, quoi. En fait, Ouais. l'obligation de faire tourner un peu, Mm. bah, les finances, quoi. Donc, on s'était dit: «Bon, mais moi, je vais faire une formation. Où est-ce qu'il y a des formations?» Je regardais ça, et puis pour que lui puisse bosser, comme son niveau d'anglais était pas suffisant, heu, pour tout de suite trouver un boulot, donc on s'est dit: «Bon, ben, il faut qu'on trouve un endroit francophone». Donc, on parce qu'on a pensé à plusieurs pays. Bon, moi, de toute façon, je voulais pas revenir en France parce que ça fait trop longtemps que j'ai quitté la France et puis je me sens plus vraiment à ma place, en fait. Donc on habitait à La Réunion, en fait, avant de partir en Mm. Indonésie. Quand j'ai, donné naissance à ma fille, j'étais à La Réunion, donc mon conjoint est réunionnais, donc on s'est posé là un petit peu, 2 ans, quoi, et puis après on est parti. Et en fait, on se voyait pas non plus revenir à La Réunion parce que, bah, il y avait pas ce qu'on voulait, justement une formation d'arboristerie et autres. Donc, donc on est parti au Canada un peu en se disant: «Bon, bah, voilà, c'est là où on va trouver ce qu'on cherche et c'est le plus logique par rapport à ce dont on a besoin». Mm. Mais en fait, en plus, on était en Indonésie dans un milieu très chaud, très humide, où j'en pouvais plus de la chaleur. Et là, on rêvait de retourner dans un endroit où il y avait 4 saisons. On rêvait du froid, de la neige. Enfin voilà, c'était, pour nous, ça nous paraissait un petit peu. Puis voilà, on savait qu'il y avait des grands espaces, de la nature. À Jakarta, on était tellement serrés, il y a tellement de monde. Enfin, c'est un truc de fou. Cette mégalopole là, il y a 30 millions d'habitants. Enfin, avec Jakarta et toutes les villes autour. Donc, même si on bougeait, on sortait, on voyageait un petit peu, on a visité l'Indonésie, le reste de l'Asie, etc. Mais bon, vivre dans une ville comme ça, c'est vrai que ça laisse des traces. Je veux dire, Paris me paraissait la campagne à côté. Donc, voilà. Donc, du Mm. coup, c'est vrai que le Canada, ça nous paraissait vraiment un petit peu un Eldorado et puis ça nous paraissait un tremplin pour faire autre chose. Donc, on a demandé un visa. Moi, j'ai demandé un visa d'études que j'ai obtenu assez rapidement. Et mon conjoint, à titre de conjoint, il a eu le droit d'avoir un visa de travail ouvert. Mm. Donc, on est parti comme ça. Et puis après, on a demandé la résidence permanente et voilà, on s'est posé là. Ok, super. Bah, c'était, je pense, le meilleur endroit à ce moment-là de votre vie. Et ça a dû t'apporter beaucoup de choses, notamment avec toutes Oui, les en études effet. que tu y as fait, le livre que tu as écrit. Est-ce que tu veux nous en dire plus à ce sujet? Oui, ben, en fait, le livre, ça a été un petit peu un hasard de la vie, on va dire. Un petit peu oui, c'est un petit cadeau de la vie, en fait. C'était pas du tout prévu. Mais bon, on revenait d'un voyage. On était parti faire un voyage pendant 2 ans à travers les Amériques, en fait. Mhm. On avait prévu ce voyage de longue date. On s'était dit, on fera un tour du monde à un moment donné. Le tour du monde s'est mué en tour des Amériques. Bah, au fur et à mesure, on a mis de l'argent de côté quand on était à Montréal. Et puis, on devait partir pour 1 an. Finalement, on est parti pour 2. Ça s'est prolongé. Et puis, à ce moment-là, ben, le fils, en fait, de mon conjoint est pas venu avec nous. Lui, il commençait à être plus grand. Et donc, c'est ma fille qui est venue avec nous. Et donc, on est parti comme ça avec notre camping-car. Et on est allé jusqu'en Argentine depuis Montréal. Et après, on est revenu. Et en revenant, en fait, on est revenu s'installer à Montréal. Là, j'avais une amie bah, qui travaillait en fait dans les éditions Éco-Société.
je lui ai parlé en fait d'un cours que j'allais commencer à donner parce que l'école dans laquelle j'ai étudié, qui s'appelle l'Académie Herboliste, la directrice m'avait contactée. Il y avait un besoin en fait de créer un nouveau cours qui était un peu un cours entre le cours professionnel et le cours grand public pour pouvoir euh, à la fois donner une formation aux gens qui justement qui n'y connaissent rien à l'herboristerie et qui veulent pouvoir soigner leur entourage, leur famille proche, etc. Et en même temps, qui était quand même une sorte d'initiation un peu avancée pour les étudiants qui veulent devenir professionnels, en fait, qui devaient passer par ce cours. Elle m'a demandé d'écrire ce cours pour pouvoir le donner, parce que ça manquait, ça faisait défaut dans son école. Donc, je l'ai écrit. Au début, je commençais à écrire ce cours et en fait, je me disais, mais je suis en train de mettre vraiment toutes mes tripes et tout mon savoir. Bon, alors le savoir, c'est vrai, je l'ai acquis dans cette école, mais bon, j'ai fait beaucoup de recherches par moi-même aussi. Je me contentais pas juste des cours que je prenais. J'approfondissais toujours et tout ça. Et je me dis, bah, tout ça, je suis en train de le mettre par écrit et en fait, je vais vendre ce cours et je n'y aurai plus accès. Enfin, il sera plus, c'est mon bébé et ça va m'échapper, quoi, en gros, quoi. C'était un peu ça, quoi. Ouais. Et finalement, en parlant à justement mon ami qui travaille dans l'édition, je lui dis, ben voilà, je suis en train d'écrire un cours, mais ça me fait un peu mal de me dire que bah après il appartiendra à l'école en fait. Et elle me dit mais ça serait intéressant que tu en fasses un livre et dans ces cas-là tu peux faire un pas en fait de non-exclusivité Mmh. et donc l'utiliser aussi pour un livre et puis avoir toujours des droits sur tes écrits. Et donc c'est ce que j'ai fait. Bah, immédiatement après j'en ai parlé avec la directrice de l'école et puis finalement bah voilà on a fait un accord un peu tripartite comme ça et puis j'ai 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 approfondi un peu plus le cours parce que le cours il devait se donner en un certain nombre d'heures. Donc, je suis allée un peu plus loin, j'ai creusé un peu plus, j'ai rajouté des choses, enfin des éléments, et c'est devenu ce livre-là. Donc, bon, bah, du coup, mon ami l'a présenté à la réunion des éditeurs, enfin la réunion d'édition, et tout le monde a validé. Et donc, voilà, bah, c'est devenu un livre. Donc, entre le moment où j'ai commencé à écrire le cours et le moment où c'est devenu, enfin, où j'ai fait ma première, mon premier jet en fait sous forme de livre, il s'est passé 9 mois. Donc, c'est vraiment le temps d'un Oui. accouchement, quoi. Bon, après, il y a toujours un travail d'édition, etc., qui est venu se rajouter après. Mais voilà, ça a été vraiment pile 9 mois. Donc, je me dis, j'ai accouché un peu dans la douleur quand même parce que je trouvais que c'était très intense, c'est très demandant quand même de faire un livre. Euh, Même si moi j'aime bien écrire, etc. J'aime bien manier la langue française, donc ça me dérange pas. Mais là, il fallait faire beaucoup de recherches. Je voulais vraiment apporter aussi certaines connaissances. Enfin, parce que c'est un livre qui se trouve à la croisée entre deux chemins un petit peu en herboristerie. Je voulais vraiment rendre un hommage et faire honneur en fait à l'herboristerie traditionnelle telle qu'on nous l'enseigne, parce que en fait c'est des millénaires et des millénaires de connaissances empiriques en fait qu'on a, de recul qu'on a sur en fait l'utilisation des plantes médicinales qu'on n'a pas forcément avec les médicaments allopathiques Mmh. et synthétiques. En fait. Mmh. Que on n'a pas on a un recul en général de quelques décennies au Oui. maximum. Là, on a un recul sur plusieurs millénaires. Donc il y a cette tradition qui se transmet, cette connaissance uniquement empirique, mais en même temps, j'avais envie aussi de me baser parce que je, je, j'aime bien en fait faire des recherches sur la base d'études scientifiques et pour voir justement quel crédit on accorde à tel ou tel principe actif ou telle plante ou tel huile essentielle. Et effectivement, il y a quand même, contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément d'études scientifiques et de recherches qui sont faites avec les produits enfin, naturels ou les plantes médicinales et autres. Parce que bah, c'est des intérêts aussi, enfin, il y a un intérêt scientifique derrière, mais il y a aussi un intérêt financier, bien évidemment, parce que c'est des choses qu'après on transforme, on isole les principes actifs, on les utilise. Il y a plein de plantes, par exemple, qui sont utilisées, euh, enfin, de principes actifs issus de plantes, très forts d'ailleurs, qui sont utilisés pour faire de la chimiothérapie en oncologie, quoi. Donc, bon, c'est des. D'ailleurs, ça me fait rire parce que des fois, les gens disent. Oui, mais les plantes médicinales, oh ça sert pas à grand bon, maintenant il y a un engouement, il y a une mode, mais il y a Mmh. encore des gens qui vont dire: «Oh oui, mais ça, des petites tisanes, ça sert pas à grand chose». Il y a encore des gens qui pensent comme ça, alors qu'en fait, beaucoup de médicaments, en fin de compte, sont Oui. des principes actifs isolés et synthétisés qui viennent des plantes. Complètement. Et effectivement, c'est pas et souvent c'est pas anodin parce que à partir du moment où on isole un principe actif, ça devient beaucoup plus, mmh
ça a plus de contre-indications, ça peut être plus fort, et cetera. Enfin bon. Mmh. Donc, voilà, j'ai voulu, aussi, apporter mettre en lumière, en fait, cet apport et ce regard scientifique, cette crédibilité qui a été donnée a posteriori, donc suite à ces millénaires de connaissances empiriques, en fait, de la médecine, en fait, on peut dire, parce qu'en fin de compte, l'herboristerie, c'est l'histoire, ça constitue en soi l'histoire de la médecine. La médecine a commencé avec la avec la avec les plantes médicinales, hein, donc c'est simplement sur l'histoire, récente et très récente même, qu'on a commencé à synthétiser, des molécules. Donc voilà, j'ai voulu quand même donner cette place à la science parce que je trouve ça aussi très intéressant. Donc j'ai fait des petits apports comme ça, j'ai pas validé chaque plante dont je parlais par, évidemment ça aurait été trop lourd, Oui. surtout pour la fluidité de lecture, mais il y a des choses qui me semblaient importantes ou qui me semblaient, parfois, tu sais, quand il y a un peu de polémique ou choses comme ça, heu donner une référence scientifique pour dire: «Voilà, ça a été démontré par telle et telle étude Mmh. que tel principe actif va faire ça et ça». Voilà. C'est à peu près ce que je peux dire sur mon livre, mais et en fait, ce livre est sorti, heu, du tout début du 1er, confinement du Ah covid. ouais. Donc je suis venue à Montréal pour le lancer, heu, pour le lancement, donc il y avait plein de rendez-vous pris, et cetera. Donc on a fait la soirée de lancement et après je devais faire les salons du livre, et cetera, et en fait ça Ouais, s'est pas fait, tout a été annulé à cause du punaise. covid et là, mais en fait c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas très marrant, mais je veux dire, heu, ça ça, mmh, ça quelque part ça a lancé le livre quand même très, très bien parce que les gens, parce que bon, moi je parle pas de choses graves. Le principe c'est de pouvoir justement gérer les petites choses du quotidien qui Mmh. n'ont pas forcément un impact. Je veux dire, je vais pas parler de pathologies lourdes, par Mmh exemple, mh. bien que on pourrait aborder certaines de ces pathologies-là avec les plantes médicinales, avec des produits naturels, mais il faut que ça soit très, très complet, très bien encadré, et cetera. Oui, et il faut un suivi aussi dans ces cas-là avec des personnes vraiment qualifiées pour accompagner, la personne Tout à fait, tout à dans fait. Et sa puis pathologie, quoi. tout à fait. Et puis en général, on essaie de faire ça en bonne intelligence, justement, Mmh. de manière à ce que les médecins soient au courant, et cetera. Donc et avec effectivement des praticiens qui sont ouverts, ça peut très bien se passer. Mais là, voilà, l'idée, c'était vraiment de parler de choses, simples, de choses, des bobos du quotidien, quoi, vraiment, C'est ça. et bon, qui peuvent parfois avoir des conséquences fâcheuses, évidemment, si on s'en occupe pas, mais en tout cas, l'idée, c'était de garder des choses quand même assez simples. Et en fait, comme ça a coïncidé avec le moment où, comme c'était le premier confinement, où les gens avaient peur d'aller, chez le médecin ou à l'hôpital se faire soigner pour une Oui. petite chose, heu on a su ce mouvement-là. Il y a plein de gens qui sont restés chez eux. D'ailleurs, ça a eu des conséquences un peu fâcheuses. Et donc en fait, je pense que comme mon livre est arrivé à ce moment-là, les gens, probablement se sont dit, «Bon, super, je vais voir comment je peux me soigner tout seul», quoi, en fait, en gros. Je pense que ça a dû jouer un petit peu, voilà. Ouais. Beh, je trouve ça génial, il est arrivé, au bon moment. Au bon moment pour aider les personnes qui en avaient besoin, parce que c'est vrai que c'était quand même une période très particulière où chacun était chez soi, où comme tu dis, les personnes n'osaient pas aller, se faire soigner pour des petits bobos ou quoi, ben, au moins ils avaient, quelque chose, pour les aider à ce moment-là et apprendre, comment faire autrement, quoi. Donc c'est génial. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, oui, je pense que ça a dû aider quelques personnes quand même, je pense. Oh oui, mais la vie est bien faite. Oui, 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 c'est vrai, pardon. Des hasards qui tombent bien, effectivement. Mmh. Ouais, bah, en tout cas, super. J'ai vu qu'il était bien présenté. Je me rappelle plus exactement parce que je l'ai pas encore sous les yeux, mais dans le réel que tu avais fait là, il y a en deux grandes parties, c'est ça, ce livre? Oui, c'est ça. En fait, 3, mais 2 grandes parties, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une première partie sur les pathologies. Mm. Alors tout est classé par ordre alphabétique, justement pour, une plus grande facilité, de, d'utilisation, enfin pour aller là où l'information, se trouve et là où on la cherche très rapidement. Donc les pathologies, dans une première partie, et ensuite dans une deuxième partie, les plantes, médicinales, et je fais aussi un chapitre sur les huiles essentielles et même un petit chapitre sur tous les produits, enfin les suppléments, quoi, en fait, les produits de naturopathie et suppléments, donc minéraux, vitamines, et cetera. Hem
Donc les traitements, en fait, cette deuxième partie, c'est ça. Et en fait, bon, donc ces traitements correspondent, certains correspondent aux pathologies, mais il n'y a pas tous, enfin, tout ce que, dans chaque pathologie, je propose euh, plusieurs plantes médicinales, huiles essentielles ou suppléments. Mais tout ce qui est dans chaque pathologie ne se retrouve pas en deuxième partie. Il y a les plus importants, en fait, on va dire. Et en fait, cette deuxième partie, le but, c'était de proposer une base pour que les gens puissent se faire une trousse, naturelle, quoi, en fait. Oui. C'est une trousse à pharmacie naturelle. En fait, évidemment, selon aussi parce que chaque profil est différent, chaque profil de santé. Il y a des gens qui vont être plus enclins à avoir telle ou telle pathologie. Il y a des gens qui vont faire plutôt telle autre. Enfin, et donc, en fait, donc ça permet de moduler. Évidemment, il y a des gens qui je sais pas, des gens qui n'ont pas besoin de telle plante, par exemple, pour les infections urinaires, parce que c'est des personnes qui n'en font jamais. Donc, ils vont pas forcément avoir ça dans leur trousse à pharmacie. Mais bon, voilà, c'est quand même toute une base, ça offre toute une palette de choses qu'on peut utiliser euh, et qu'il faut avoir dans sa trousse à pharmacie quand on veut avoir justement pouvoir répondre à nos bobos du quotidien avec des produits naturels. Donc voilà, c'est une proposition, une suggestion de base pour se faire une pharmacie en fait. Ouais, bah, c'est une bonne base, quand tu es, que tu sois seul ou en couple ou en famille, je trouve que c'est un bon livre à avoir chez soi, pour s'aider, pour certains aléas du quotidien, on va dire. Oui, c'est ça, en fait. L'idée, c'est de dire, bon, bah voilà, j'ai ça, je vais voir, ok, telle plante, et puis je regarde aussi. Mmh. Et puis bon, je parle aussi des contre-indications et des interactions possibles avec les médicaments, parce que ça, c'est très important aussi. Et puis, il n'y a pas tous les livres en herboristerie qui en Ouais, parlent, parce qu'il y a pas mal il y a quand même des contre-indications. Alors bien sûr. évidemment, ça, ça dépend des plantes, et puis ça n'a pas toujours euh, des effets aussi graves que certains médicaments. Mais c'est quand même un volet très important. Il faut pas faire n'importe quoi et des fois, ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Donc, quand on est médicamenté ou quand on a un profil de santé un peu compliqué, quand on est déjà concerné par une maladie long terme, par exemple, ou quelque chose comme ça, enfin, ou quand on est dans une situation de vulnérabilité, je sais pas, personne âgée, femme enceinte, enfant en bas âge ou autre. Bon, voilà, il y a des Mmh. contre-indications, c'est important de le savoir et on peut pas faire n'importe quoi. Et donc, enfin, je sais pas, je vais donner un exemple. À un moment donné, je travaillais dans une herboristerie justement à Montréal quand je faisais mes études. Et il y a une jeune maman qui vient me voir et qui me dit que son fils faisait des allergies et de l'asthme. Et elle me dit, bon, ben, qu'est-ce que vous me conseillez? Un petit mélange, etc. Parce que là, je lui donne déjà l'huile essentielle d'eucalyptus, je lui fais Mmh. inhaler ça, etc. Et en fait, évidemment, ça m'a fait bondir parce que en fait, l'huile essentielle d'eucalyptus, euh, ça exacerbe en fait les crises, ça déclenche des crises d'asthme. Ouais. Donc, en fait, elle faisait du mal à son fils, quoi. Et son fils, il était jeune. En plus, il avait, je crois, 5 ans, quelque chose comme ça. Enfin, c'était un enfant quand même assez jeune, hein. Et donc, je lui dis, mais non, surtout pas. En fait, il faut pas que vous lui donniez de l'eucalyptus. Alors, en plus, il y a des eucalyptus qui sont plus ou moins forts que d'autres. Et le globulus, par exemple, il faut surtout pas le donner aux enfants, qui peut être toxique. Et donc, en fait, parce que les gens entendent des choses, à la camomille, à l'eucalyptus, et ils pensent que voilà, que c'est inoffensif et qu'on peut l'utiliser comme ça sans problème. Et tout ça, ben, c'est pas forcément. Et en fait, je lui dis, mais non, non, surtout pas. Donc, elle était un peu paniquée. Je lui dis, bon, bah, tout va bien jusqu'à maintenant, ça va, mais arrêtez de l'utiliser, quoi. Donc, je vais vous conseiller autre chose. Euh, et donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est important, toutes ces contre-indications, il faut les savoir. Et en herboristerie traditionnelle, comme je parlais tout à l'heure de l'herboristerie traditionnelle, connaissances empiriques, etc., il y a des choses qu'on sait, mais on ne sait pas forcément tout. Donc là, c'est plus récemment qu'on a eu tous ces apports d'informations-là sur les risques. C'est plus récemment aussi parce que les interactions médicamenteuses, forcément, c'est venu avec Mmh. l'avènement des médicaments. Oui. Mais il y a toutes ces choses-là où il y a eu des recherches très poussées, des études où on rapporte tous les cas qui sont mentionnés, qui ont eu des effets secondaires et autres. Et tout ça, c'est centralisé et ça s'appelle, c'est une discipline, enfin une science qui s'appelle la pharmacognosie, donc où on traite de ça, des interactions, des contre-indications euh, et des effets secondaires. Et donc ça, c'est très important en fait. Ce volet-là, il est
il est essentiel quand on utilise les plantes médicinales. Ouais. Donc, voilà, je l'ai fait même pour les plantes qui sont mentionnées dans les fiches de des pathologies et qui ne sont pas en deuxième partie. J'ai fait une liste des plus importantes. Alors évidemment, on ne peut pas faire une fiche de 3 pages pour chaque plante, hein, mais j'ai vraiment résumé, condensé et puis souligné ce qui était important. Mmh. Et ouais. Mais c'est vrai que ne serait-ce que pour les huiles essentielles, c'est important de prendre conscience que c'est extrêmement puissant et que, Oui, il faut être particulièrement précautionneux pour les enfants parce qu'il y en a très peu au final qui sont vraiment adaptés pour eux, surtout quand ils sont tout petits, quoi. Donc, oui, tout à fait. mmh, Ça, c'est sûr. Les huiles essentielles, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Et puis, oui, il y en a qui peuvent avoir des effets, enfin graves. Il y en a certaines qui sont neurotoxiques. Alors moi, je dis toujours, il faut pas diaboliser les huiles essentielles parce qu'après, il y a des gens aussi qui te disent, oh là là, mais les huiles essentielles, c'est dangereux, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Il faut faire attention quand on c'est les sûr. utilise. C'est pas la même chose. Si elles sont bien utilisées, à bon escient, Mmh avec mh. les bons dosages, sur une bonne durée et de la meilleure façon, il y a pas de problème en fait. Ça peut faire moins de mal qu'autre chose même. Tout à fait, Mais il y a aussi des plantes d'ailleurs qui sont tout à comment? fait. J'ai dit tout à fait et puis Ouais. ce qui est important surtout, c'est d'être bien informé. C'est la désinformation qui fait que c'est dangereux quelque part. Oui, tout à fait. Mmh. Je me rappelle, quand je faisais mes études, on avait entendu parler de 2 femmes, je crois que c'était la mère, la fille ou chose comme ça, qui je me souviens plus exactement du cas, mais elles avaient recherché un effet, par rapport à leur, système reproducteur, je sais plus, dérèglement hormonal ou autre. Elles avaient entendu comme ça quelque part ou lu quelque part, parce que sur internet, c'est pareil, on trouve de tout et n'importe quoi, hein, que telle huile essentielle pouvait les aider, et cetera. Et donc, en fait, elles ont pris, elles ont acheté des huiles essentielles. Alors, en plus, il y a huile essentielle et huile essentielle. Il y en a qui sont de mauvaise qualité, qui Mmh. ne sont pas forcément de grade thérapeutique, et cetera. Et en fait, elles se sont mises à boire ça comme ça, mais bah, limite, j'ai envie de dire au goulot, quoi. Enfin, Ah ouais. apprendre ça alors que ah oui, oui, c'est un truc de fou, alors que c'est on fait jamais ça. Mais je pense qu'elles avaient une méconnaissance totale de l'utilisation des huiles essentielles et des précautions qu'on peut prendre, alors que justement, il y a beaucoup de gens quand même qui disent: «Attention, c'est dangereux» et cetera. Donc en fait, on est dans un extrême ou l'autre. Mmh. Il faut juste être dans la voie du milieu, c'est-à-dire savoir que c'est très puissant, qu'on peut pas les utiliser, n'importe comment, mais que si elles sont bien utilisées, elles sont super efficaces et il y a que du positif en fait. Il y a pas il y a pas de danger si on suit les précautions recommandées et les, enfin, et les et puis le bon sens aussi. Enfin, voilà, il y a juste faire attention au dosage, à la durée, au mode d'application, adapté à l'âge, adapté à tout ça quoi. Mmh mh. C'est Tout à c'est fait. important. Tout à fait. En tout cas, je partagerai, un lien qui mènera vers ton livre, dans le descriptif du podcast et comme ça, si, vous êtes intéressé eh bien, vous pourrez, retrouver ce livre facilement. Voilà, voilà et je voulais savoir parce que du coup, vous avez été un moment au Canada et maintenant vous êtes partis Oui, vivre, au Portugal pour créer une ferme bio et bah, qu'est-ce qui a oui. motivé ce changement de vie alors que finalement il y avait plein de choses qui s'étaient mis en place au Canada? Et est-ce que cette décision, elle a été simple pour toi? C'était une évidence ou alors est-ce que vous avez dû dépasser certaines difficultés? Écoute, ça a été encore une fois, c'est un petit peu la vie qui nous a amenés là. On était partis en Europe, pour voir un peu la famille, pour passer un peu de temps en Europe en fait, après t avoir passé 1 an de 1 an de nouveau au Canada après notre grand voyage et là on s'est dit: «On va aller un petit peu en Europe» et en fait, on s'est retrouvés donc on est partis 3 mois, je crois, quelque chose comme ça. On est revenus, donc pour le lancement de mon livre Mmh. et à ce moment-là, on s'est trouvés un peu pris dans le chaos, du premier confinement et là, on s'est retrouvés, on était à Montréal, on était, hébergés, enfin au début, voilà, c'était au début quoi, où on revenait à Montréal et on s'est dit: «Ouh là 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 là, le confinement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, les avions volent plus» et cetera. On s'est dit: «On retourne en Europe en fait, au moins comme ça on est proche, aussi de la famille et tout». On s'est dit: «On retourne en Europe, heu, parce que on va vivre le confinement beaucoup mieux» et à Mmh. ce moment-là, on était justement au Portugal et on nous avait prêté une maison avec,
c'était magnifique avec avec un beau terrain derrière, immense, de 14 hectares. Et on s'est dit, et là, on voulait apprendre en même temps un petit peu à cultiver, et cetera. Bon, on l'avait fait déjà un petit peu. Moi, avec les plantes médicinales, j'avais pris quelques cours justement de permaculture et autres. Et puis mon conjoint, lui, bon, bah, il a grandi dans une famille. Enfin, son grand-père a toujours cultivé ce qu'il mangeait. Donc, on avait ce projet quand même de chercher un terrain quelque part, mais on savait pas encore où. Et c'est vrai que le Canada, on aimait beaucoup. Mais là, en fait, c'est un peu la vie qui nous a amenés là. Et puis bon, au Canada, il y a le froid Mmh aussi. mh. Donc, se disait où est-ce qu'on va, enfin, si on veut vraiment planter ce qu'on mange et puis avoir une ferme autonome, etc., où est-ce qu'on va atterrir au Canada? Il faut bien cibler. Enfin bon, voilà, on réfléchissait à tout ça en fait. Et au cours de ce voyage, du coup, on s'est retrouvés là au Portugal. Et puis après, de retour à Montréal, on s'est retrouvés en confinement et on s'est dit, oh là là, on retourne en Europe, on va mieux vivre notre confinement que enfermé à Montréal. Il y a encore la neige, etc. Mmh. Et, euh, et donc, on est retourné, on est revenu ici, au Portugal. Et là, bah, bon, le confinement a duré ce qu'il a duré. Après, il y en a eu encore un deuxième. Et là, ça traînait. Bon. Et donc, ben, en fait, on a commencé à s'habituer un peu à notre environnement. Et puis, on a commencé, bah, pendant le premier confinement, justement, bah, ça tombait c'était le tout début du printemps. Donc, on a commencé, bah, on s'est dit, puisqu'on est là et qu'on a 14 hectares derrière, on va planter, on va faire un potager. Enfin, les choses se sont trouvées comme ça un petit peu. Et puis après, ben, on a eu cette opportunité quelques mois plus tard qui s'est présentée, ben, d'un terrain qui était à vendre dans le coin. Alors on en a regardé quelques autres, euh, plusieurs autres. Et puis finalement, ben voilà, ça nous a décidé. On voulait avoir une ferme. Et puis on a vu ça. C'était un peu l'opportunité qui s'est présentée comme ça. Et puis bon, moi nous, on était dans une logique un peu de sédentarisation. Moi, j'ai toujours voyagé, j'ai toujours été un peu nomade, même en étant maman. Mais là, on avait ce projet, on avait cette envie d'être. C'était une nouvelle aventure en quelque sorte. Et une nouvelle aventure de vie, même si c'est pas une aventure géographique, mais c'est une nouvelle aventure de vie quand même. Et donc on s'est dit bon ben on va voir un peu plus loin avec ce terrain, où est-ce qu'on peut aller, ce qu'on peut faire, etc. Et puis finalement ça s'est enchaîné. On a on a fait une demande de permis de construire. C'était un terrain agricole, hein, donc c'était pas gagné d'avance. Et finalement, on l'a obtenu très vite. Et on a construit en fait de nos propres mains cette maison en bois et paille. Bon, c'était pas évident non plus parce que normalement ici il faut qu'on passe par une entreprise, un architecte, etc. Puis finalement on a réussi à faire sauter tous ces tous ces blocages Mmh. là. Et puis on l'a construit de nos propres mains. Bon, on a été un peu aidé par des entreprises, mais par exemple pour faire les fondations. Mais après le reste, ben on a tout fait nous-mêmes en fait. Et on a appris au fur et à mesure et on l'a fini en un an et demi à peu près. Donc, et puis elle est quand même assez grande. Donc on était un peu fatigués quand même, hein. Mais parce qu'on a en même temps commencé le potager, on a planté des arbres, enfin on a tout fait. Puis c'était assez intense. Waouh, ouais. Et, voilà, bah, finalement les choses se sont enchaînées comme ça. Et puis bah, après toutes les choses sont venues naturellement, pareil. C'est-à-dire, je me suis dit bon bah on va demander la certification bio, on va voir combien ça coûte, parce que bon, il y a des pays où ça peut être très cher, au Canada notamment. Mmh. Et puis finalement, bah non, ça s'est fait, les choses se sont faites. Bon, on a 260 oliviers sur notre terrain, donc on fait notre huile d'olive. Donc là, après, bah, c'était sûr que je trouvais ça plutôt intéressant de la faire certifier biologique, étant donné que nous, on met rien, aucun intrant dans notre terre, on met rien de synthétique. Et donc, bah voilà, on a notre propre production d'huile d'olive, on en vend un petit peu en France. Et puis après, voilà, on a enchaîné avec les arbres fruitiers, le potager, on a appris tout ça, à tailler, bon, comme je disais, on avait des notions, mais on s'est dit, on veut produire notre propre nourriture et parce que au moins on sait ce qu'on mange et ça, enfin, ça faisait très longtemps qu'on avait envie de le faire en fait. Je voulais le faire et mon partenaire aussi. Et donc, lui, il aime beaucoup mettre les mains dans la terre et puis il est très doué pour ça. Et donc on a fait cette ferme, mais en même temps, c'est pas juste une ferme. On s'est dit, voilà, c'est aussi un lieu de ressourcement, un lieu où les gens vont venir pour se former, pour faire des retraites. On a une salle de thérapie aussi, donc on consulte. Donc je peux consulter ici aussi localement en tant qu'herboriste et naturopathe. Mon conjoint, lui, fait du shiatsu, une thérapie manuelle, enfin de la massothérapie. Et donc,
Et donc, on a ce petit cabinet-là qui est dans la maison. Mmh. Mais aussi, on reçoit des jeunes qui viennent, des volontaires, en fait, qui viennent en woofing pour nous aider à lancer la saison, qui viennent à peu près du printemps jusqu'à l'automne. Et puis, il y a une équipe aussi qui vient pour nous aider pour les olives, parce qu'on fait tout manuellement, en fait. Ouais. On n'a pas de tracteur, on veut pas de machine, etc. On fait tout manuellement. Donc, on a de l'aide comme ça. On a souvent des jeunes qui viennent et qui viennent apprendre avec nous et qui viennent nous donner un coup de main. Et donc, ils sont logés, nourris et ils repartent avec plein d'étoiles dans les yeux Ah, parce que c'est c'est quand même assez paradisiaque. Et puis, on a des animaux. Enfin, voilà, on a des chevaux. Moi, c'était mon rêve d'enfant d'avoir des chevaux. On a une chèvre, qu'on a sauvé. Je pense que si on n'avait pas été là, on serait parti à l'abattoir. On a une chèvre, on a des poules. Donc en fait, on mange une grosse partie de ce qu'on mange. En fait, on le produit et en même temps, on partage ça avec des jeunes qui viennent. Et puis voilà. Et puis là, on a commencé en fait à faire des stages et des retraites avec plusieurs thématiques, avec nous ce qu'on sait faire. Et puis là, pour le prochain stage, par exemple, j'ai invité une amie qui donne des cours de chant, qui fait du yoga de la voix. Mmh. C'est du chant classique indien, en fait. Et c'est absolument génial ce qu'elle fait parce que moi, j'ai fait des cours avec elle, en fait. Et donc, je voulais absolument l'inviter pour arriver à partager ça avec, euh, avec d'autres personnes, en fait, qui peuvent avoir la chance de croiser son chemin et puis voilà, faire une thématique qui soit à la fois sur deux sujets, quoi, deux disciplines. Donc voilà, et puis on fait un peu des visites pédagogiques de la ferme aussi. Des fois, il y a des groupes qui viennent nous voir pour voir un peu ce qu'on fait et apprendre, je sais pas, à faire du fromage par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, c'est un projet assez global qui inclut pas mal de choses. Et puis on est toujours en cheminement, hein, parce que avoir une ferme, c'est toujours là, on est en train de construire la grange. Mmh. Toujours quelque chose à faire, quoi. On va dire, c'est du boulot d'ailleurs, mais c'est en train d'évoluer, on va dire, de plus en plus. Ah ouais. Ouais, j'ai l'impression que les dernières années ont été très, très intenses pour vous. Et Oui, oui, oui. C'est un peu toujours comme ça. Mais oui, 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 effectivement. Ouais, ouais, c'est vrai que la construction, je, je me dis toujours, bon, je suis contente qu'on soit allé jusqu'au bout. Mais si j'avais su, avant de me lancer dans la construction d'une maison, si j'avais su que c'était aussi difficile, je pense que je l'aurais jamais fait. Mais en fait, quand on est arrivé à mi-chemin, c'est trop tard, on peut et plus oui, reculer. Non, c'est plus possible, en fait. et ouais. Donc voilà, mais c'est sûr que bon, je suis contente maintenant qu'on soit arrivé au bout, mais c'était assez intense, ouais, effectivement. Mais dans un sens, c'est pas plus mal de pas le savoir à l'avance, parce que sinon, c'est sûr que ça Ah décourage oui, vite oui, en non, non, mais de toute question. façon, oui, oui, c'est sûr. Si on avait quelqu'un, un petit génie qui nous disait sur l'épaule, ah, mais tu sais, là, tu vas faire ça, mais ça va être galère, quoi, hein. Ouais, Non, mais on ferait jamais rien. On ferait jamais c'est rien, c'est sûr. c'est clair. Je me rappelle plus, tu as combien d'enfants, dis-moi? Et en fait, nous, à nous deux, on a deux enfants, on est une famille Oui, recomposée. oui. Il y a le fils de mon conjoint, Yannick, et il y a ma fille que j'ai eue de mon côté. Et voilà, mais en fait, mon conjoint est son papa de cœur, en réalité, parce qu'il l'a connu quand elle avait 1 an, et donc voilà, il le considère comme son papa. Mais donc voilà, on est une famille recomposée avec un enfant chacun de son côté, mais on forme quand même une famille. Oui, parce que si je me souviens bien, ta plus jeune, elle a fait l'école à la maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Pendant 7 ans, on a fait l'école à la maison. On a commencé justement au Québec. Ouais. Euh, Parce que bon, au début, ça allait bien, la première année, et puis en fait, ma fille a des troubles d'apprentissage, elle est dyspraxique Mhm. et dyspraxique visuospatiale, et donc quand elle a commencé la première année primaire, donc en fait l'équivalent du CP, euh, ça a coincé, quoi. En fait, c'était difficile. Euh, Elle avait beaucoup de mal à se concentrer. Enfin, bon, puis il y avait beaucoup d'enfants qui étaient qui avaient des besoins spécifiques, je pense, dans la classe. Et donc, du coup, comme elle était toute sage dans son coin, qu'elle demandait rien, finalement, il fallait qu'on refasse le soir Ah tout ouais. ce qu'elle avait vu à l'école. Mhm. Donc, on a trouvé que c'était pas très rentable en termes d'investissement de temps et pour elle, en fait, de Oui. fatigue, etc. Donc, on s'est dit, en fait, ça s'est inscrit, ça c'est venu naturellement aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on en a parlé avec l'institutrice, avec la directrice de l'école. On a dit, écoutez, nous, on prend 1 heure à 2 heures le soir pour refaire tout ce que vous avez fait dans la journée. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant?
ouais, fatiguée, etc. Donc bon, la directrice nous a donné sa bénédiction en disant oui, c'est une très bonne idée de faire l'école à la maison. Et puis bon, au Canada, c'est quand même assez courant, on va dire. Enfin, les gens sont ouverts là-dessus. En Oui, France, beaucoup moins. oui, oui. Donc bon, bah en fait, voilà, ça s'est super bien passé. On a toujours eu de très bons rapports à chaque fois, même avec les gens qui venaient faire un contrôle entre guillemets. C'était pas vraiment un contrôle, mais il fallait qu'on fasse un. Après, la loi a évolué hein, Oui, au Québec, mais en fait, c'est toujours, on a toujours fait face à des gens qui étaient très ouverts. Enfin, c'est assez courant quand même. Hein. Enfin, à Montréal, il y a plein d'enfants qui font l'école à la maison. oui. Donc, on a fonctionné avec un réseau comme ça de gens justement pour socialiser, pour tout ça. Enfin, donc elle était tout le temps en contact avec plein d'enfants. Elle faisait plein d'activités aussi extrascolaires et tout ça. Donc ça se passait super bien. Après, on est parti en voyage. Donc on a fait, c'était plus l'école à la maison, c'était l'école en voyage. Et, euh, et là, c'était top parce que c'est vrai qu'elle a appris plein de choses. Quand on voyage, on apprend plein de choses sur l'histoire, sur la géographie, on visite des musées, on va rencontrer les gens. Elle a appris tout seul l'espagnol. Enfin, donc c'était vraiment super. Et puis bon, voilà, après, on est revenu au Canada, on a continué l'école à la maison, après, on est parti au Portugal. Là, confinement, c'était plus dur. Ah oui. Et puis là, elle est entrée dans l'âge de l'adolescence. Donc là, maintenant, elle est à l'école ici, en fait, au Portugal, dans une école professionnelle. Hmm. C'est sûr que l'école à la maison, c'est super, mais souvent, quand les enfants arrivent à l'âge adolescent, euh, là, des fois, il y a une demande, en fait, de la part de l'enfant, enfin, ou du jeune, pour dire, ouais, mais là, maintenant, moi, là, j'ai envie d'aller tester l'école, quoi. Oui, puis ça dépend aussi de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a moins d'adolescents qui font l'école à la maison, d'autres où il y en a pas mal, et ça Ah aussi, bah oui. ça impacte grandement sur la décision de l'enfant. Mm. Ah oui, oui, très clairement. Et puis alors là, nous, on était dans un petit village. Au Portugal, il n'y a pas énormément de jeunes qui font l'école à la maison. Il y en a quand même, hein, puis on Oui. s'est rassemblés un peu avec eux et tout, mais il n'y en a pas énormément. Et en tout cas, dans notre coin, il n'y en a pas du tout. Alors en plus, par-dessus, il y avait le premier confinement, le deuxième confinement. On sait l'impact que tout ça a eu sur la santé mentale des ados, hein, parce qu'il y en a plein quand même qui ont complètement craqué, qui sont tombés en déprime, voire pire. Enfin, donc bon, elle a vécu tout ça en fait. Et oui. En plus arriver dans un pays étranger qu'on connaissait pas, avec très peu de jeunes autour, qui la snobait un peu. Elle parlait pas la langue. Enfin bon, ça a été très compliqué. Donc oui, évidemment, le processus naturel après, ça a été pour elle de retourner à l'école et de chercher le contact de ses congénères, quoi. Enfin des gens de son âge en tout cas. Ouais, ce qui est normal, mais c'est bien d'avoir pu s'adapter à elle à tout moment, à chaque moment de sa vie en fait, et puis ça lui a permis de vivre un tas d'aventures avec vous. C'est hyper riche ce que vous avez pu lui apporter parce que du coup elle a vu tout ce qui est, ne serait-ce qu'au niveau langue, français, espagnol, maintenant Oui, elle est avec le portugais, j'imagine. oui, Ça oui, fait. oui. Maintenant, elle parle couramment portugais et puis elle parle anglais aussi parce que tous les jeunes qui viennent faire du woofing chez nous, en Oui, fait, c'est des jeunes qui viennent enfin, de plein de pays dans le monde. En fait, on a eu des gens de partout. On a même eu quelqu'un du Kazakhstan, enfin des Colombiens. Je veux dire, on a eu des gens de partout et donc c'est assez multilingue quoi. En fait, hein, quand c'est la saison ici, ça parle anglais, espagnol, portugais, français. Et donc bon, ma fille s'est mise à apprendre l'anglais. Assez spontanément. Bon, elle était un peu réfractaire au début, puis finalement, là, elle s'y mise parce qu'elle avait envie de communiquer avec les gens et puis elle aime bien ça, justement. Et donc, oui, bah, du coup, c'est vrai bon, bah, elle est comme moi, c'est-à-dire que elle aime pas les maths et elle aime bien les langues. Donc, elle a cette facilité un peu d'apprendre les langues. Et oui, et en fait, c'est bien de pouvoir le faire dans un contexte où tu t'apprends parce que tu as envie de parler avec les gens. c'est ça. Et ça, c'est une super motivation. En fait, c'est chouette parce qu'effectivement, quand on voyageait en Amérique latine, on lui a jamais donné un seul cours d'espagnol, mais elle nous entendait parler. Elle a commencé à rencontrer des enfants parce qu'on s'est arrêté des fois dans des éco-villages pour faire du volontariat aussi, etc. Et donc, elle a commencé à interagir avec les gens de son âge. Quand on est parti, elle avait 9 ans. Et à interagir avec eux, à parler avec. Et du coup, spontanément, elle s'est mise à parler avec eux, quoi. Et bah alors c'est une facilité qu'ont les enfants en général, hein, enfin, surtout plus jeunes, mais je veux dire, ils vont communiquer, ils vont pas avoir peur de faire des fautes. Nous, on est un petit peu coincés en tant qu'adultes, hein, souvent, mais et donc bah, elle a pris comme ça. Alors c'est sûr, sa grammaire était pas parfaite, mais elle se débrouille très bien quand même, quoi. Mm. Donc ouais, ça c'est chouette. C'est sûr que c'était une belle expérience de vie pour elle, même si après, du coup, bah, elle avait envie en tant qu'ado de voler de ses propres ailes et puis d'avoir sa vie à elle, etc. Mm. Parce que
quand on est ado, on a envie de sortir du nid familial et donc du coup, l'école à la maison, c'est surtout quand on est à la campagne, c'est moins, pertinent, quoi, c'est clair. Mmh. Je me rappelle aussi à l'adolescence et puis je pense qu'on est tous passés par là, on a envie d'aller faire autre chose, d'avoir des potes, à l'extérieur, de vivre notre vie, quoi, en fait, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, c'est riche, enfin, ça lui fait une ouverture d'esprit et puis de voir que tout est possible, en fait, avec le parcours que vous avez eu. Elle sait, j'en suis certaine, que n'importe quoi qu'elle veuille faire, c'est possible. Si elle en a envie, elle a toujours les possibilités si elle s'en donne les moyens. Donc ça, c'est génial. J'espère en tout cas. Bon, c'est sûr que je trouve que cette génération-là, enfin cette génération-là, ou même, enfin nous, quand on avait cet âge-là, je trouve que le problème, c'est vraiment toujours un peu la confiance en soi. Même si en tant que parent, on essaye de leur donner ça, de leur transmettre ça, de lui dire mais oui, t'es capable, etc. Mais je trouve que c'est quelque chose d'assez récurrent en fait. Je sais pas si c'est un fait de société qui, qui fait que ça en arrive là, ou si c'est autre chose. Enfin, toute l'esprit de compétition dans lequel on baigne en Ouais. permanence, même quand on ne veut pas. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même souvent une génération, voilà, qui manque un peu de confiance en elle, et donc c'est pas évident en fait, je trouve, de gérer ça. Toi, tes enfants sont jeunes, donc peut-être que tu perçois pas. Enfin non, toi, t'as deux enfants, c'est ça? J'en ai trois. Ma plus grande a 8 ans, ouais. 8 ans, 6 ans et 4 ans. Ouais, Donc ils sont encore un peu jeunes, d'accord. mais il y a Ils sont aussi, encore un peu jeunes. il y a aussi beaucoup la Ouais, voilà. personnalité qui joue. Oui, Je vois c'est que ça. d'un enfant à l'autre, c'est vraiment complètement différent. Il y en a qui ont plus facilement cette confiance en soi que d'autres, malgré le fait Oui, qu'ils oui. aient une éducation similaire. Après, Oui, ça doit jouer aussi. voilà, nous aussi, on a des choix de vie assez atypiques, mais c'est Oui, certain que de manière classique, quand on est dans des enseignements scolaires, ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend aussi du pays dans lequel on est, parce que je vois quand même des différences entre l'école au Canada et l'école en France, de grosses différences. Et j'ai l'impression oui, quand même ici que les enfants, en tout cas en Ontario, nous on est en Ontario, j'ai l'impression que les enfants sont quand même plus confiants en eux que ce que j'ai pu voir en France. Et l'éducation est quand même différente aussi. Donc c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup l'aspect compétition et beaucoup de choses qui font que, oui, je pense, on perd, plus facilement la confiance en ses capacités, où on n'est pas forcément valorisé correctement, où on pointe plus facilement les choses qui vont pas plutôt que les choses qui vont. Et c'est oui, c'est c'est facile. vrai. C'est facile en tant qu'être humain d'oublier ce qui va et de juste, montrer ce qui va pas. Ça, c'est une tendance, je pense, qu'a l'être humain en général et qui est pas forcément, Oui, qui est bien à renverser et à pas oublier qu'il y a toujours des points positifs et qu'il y en a en général même beaucoup plus que de points négatifs et que c'est bien aussi de l'apprécier, de le montrer et ça peut changer beaucoup de choses, je pense, dans la confiance en soi, mais il y a certainement un tas d'autres éléments qui rentrent en compte. oui. Mmh, Oui, oui, tout à fait. Non, non, c'est sûr, il y a plein de choses, je pense que c'est multifactoriel, mais c'est vrai qu'en France, on a encore un système éducatif très, enfin, pas que sur le système éducatif d'ailleurs, on est très, ouais. c'est un pays très conservateur, en fait, culturellement. Mmh. Et donc, je pense que, alors, il y a du bon et du mauvais partout, hein, il s'agit pas de faire une étude comparée, mais je pense qu'au Canada, là-dessus, je pense qu'il y a une volonté, même si c'est quand même, ça reste un milieu compétitif, l'école, je pense, de Toujours, manière générale. toujours. Je Mmh. pense qu'il y a quand même une volonté de donner confiance Oui, aux enfants, c'est sûr. Oui, oui, c'est vrai. ouais. Je suis d'accord. En tout cas, si on en revient un peu, sur notre sujet de base, c'est, donc, vous Oui, avez votre ferme bio. Je vois que tu fais oui. beaucoup de choses aussi pour accompagner les femmes, pour les aider dans la gestion de leur santé féminine au quotidien. Mmh. Donc, j'imagine pour tout ce qui est, par exemple, problème d'endométriose, de douleurs pendant les menstruations, de Mmh. changement peut-être quand on passe de jeune fille à, femme ou qu'on arrive à la ménopause. Il y a toujours un tas de changements hormonaux, et qu'on vit en termes d'émotionnel et de changements dans le corps. Et puis Oui, aussi au moment de la grossesse, alors là, c'est 9 mois aussi, de transformation et dans l'après oui, aussi. Donc, est-ce que tu peux m'en dire oui. plus sur ce qui t'a poussé dans cette direction et en quoi c'est important pour toi de soutenir, tout cet aspect-là? Oui, et ben, en fait, bon, quand j'ai commencé à vouloir donner, bah, mes cours, enfin
mes cours moi-même, en fait, monter mes propres cours, pas seulement donner des cours ailleurs pour quelqu'un d'autre, mais monter mes propres cours en ligne. Mmh. J'ai commencé par ça parce que c'était important pour moi. Bah, en fait, bon, disons que je m'étais pas vraiment jusque-là spécialisée dans un domaine particulier. C'est vrai que je peux répondre à peu près, ben, je peux répondre à beaucoup de choses. Il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres, mais je peux répondre. Je suis assez généraliste en fait dans mon approche. Mais l'aspect, santé de la femme, je l'avais creusé un petit peu plus parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et effectivement, tout cet accompagnement qui peut se faire alors et puis en plus, bon, il y a quand même, c'est quand même une grande majorité de femmes qui s'intéressent, aux plantes médicinales, il faut dire. Mmh. Hem et donc elles ont, heu, un peu plus cette ouverture ou cette volonté. Et puis souvent, c'est aussi les femmes dans une famille qui vont aller bah, chercher ces infos-là Oui. pour s'occuper de leurs enfants. D'ailleurs, je vais le prochain cours que je vais monter, ça va être plus axé justement sur la santé de l'enfant. Et donc, moi, je trouvais ça important, en fait, de proposer cet accompagnement des femmes, ben, avec plusieurs aspects, avec justement les plantes médicinales, les huiles essentielles, éventuellement l'hypnose aussi. J'ai reçu pas mal de femmes, moi, en consultation quand j'étais au Canada, Mmh. ou enfin, en hypnose, bon, je le fais pas à distance parce qu'il y en a qui le font, mais moi, je trouve que c'est pas vraiment idéal. Mmh. Mais c'est vrai que je reçois en consultation beaucoup de femmes. Donc, en fait, les choses se sont aussi, encore une fois, un petit peu imposées d'elles-mêmes. Je trouvais ça vraiment pertinent de commencer par un cours sur la santé de la femme. Et donc, bah, j'ai creusé encore plus. Et puis, c'est pareil, il y a plein de petits bobos qui sont, qui sont vraiment spécifiques et qui viennent nous pourrir la vie quand on est femme. Je sais pas, les cystites, les mycoses vaginales, toutes ces choses-là. Enfin, c'est des trucs vraiment qui sont récurrents. Enfin, les douleurs menstruelles. Il y a quand même pas beaucoup de femmes qui me disent ah non non moi je connais pas ça du tout. Alors c'est qu'elles prennent la pilule. Hein. Donc c'est quelque chose de tellement courant. Et puis moi je me rappelle un de mes profs quand j'ai eu mes cours d'herboristerie, c'était un prof qui donnait un cours de pathologie, enfin anatomie, physiologie, pathologie. C'était un médecin. Hein. Il enseignait la médecine et donc il nous disait mais c'est pas normal en fait d'avoir des douleurs menstruelles. Ouais. C'est pas la norme. On doit ressentir une gêne, mais pas des douleurs violentes comme ça et tout. C'est pas normal. Tout à fait. Donc en fait j'ai vraiment creusé le sujet puis je me suis dit mais quand on est femme on a cette façon d'accepter les douleurs menstruelles Mmh. comme si c'était normal et en fait ça l'est pas. Ça l'est pas. Je viens de découvrir que ça l'était pas. Et moi, comme les autres, hein, enfin, j'ai passé des stades dans ma santé féminine où j'ai vraiment, où j'ai douillé, quoi. Quand on commence en fait à avoir ses premières règles, on est très, très, très. Enfin, souvent, on a des douleurs fortes, quoi, quand c'est le début de notre vie reproductive. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah non, en fait, il faut pas qu'on accepte ça. On peut faire autrement, on peut voir les choses autrement. Et je trouvais que l'herboristerie avait vraiment sa pierre à apporter à cet édifice-là. Et puis bon, oui, après, il y a des périodes sensibles, il y a la ménopause, la grossesse, il y a la préménopause, parce Mmh. que aussi, c'est un moment où souvent il y a des chamboulements, Ouais. où on se rend compte que, ben, de nouveau, on va avoir des saignements très très forts, des douleurs très fortes, ça peut provoquer plein de problèmes. Et puis moi, je suis passée à travers plein de ces problèmes-là de santé, et à chaque fois, j'ai cherché les solutions justement les, les plus les plus directes, les plus adaptées. Et je me dis, mais il faut que je partage ça, c'est important en fait, c'est important de faire rayonner un peu l'herboristerie et auprès des femmes qui font face à tout ça et qui s'en sortent pas forcément parce que je dis pas que la médecine allopathique n'apporte pas ses solutions, mais je veux dire, souvent quand on a une infection urinaire, c'est allez hop, antibiotiques. Et pour les femmes qui en font 4, 5 dans l'année, voire plus, euh, les antibiotiques, en fait, en prendre plusieurs fois dans l'année, c'est quand même pas l'idéal, quoi. Ouais. Donc, en fait, c'est apprendre aux femmes à se réapproprier leur santé et à faire de la prévention et se dire, bon, bah voilà, si j'ai une infection urinaire, qu'est-ce qui va favoriser ça? Il y a toute une approche globale à avoir dans l'alimentation, dans le mode de vie, dans l'hygiène de vie. Mmh, mmh, mmh. C'est détecter toutes ces choses-là et puis tous les premiers signes aussi, parce que par exemple, une infection urinaire, on va pouvoir agir très vite avec les plantes, ça va être très efficace, mais il faut agir très vite justement. Et donc en fait, c'est pouvoir être à l'écoute de son corps et de se dire, ok, tout de suite, dès les premiers signes, je vais prendre ça et ça. Et parce que si j'attends 24 heures ou pire encore 48 heures, ben, ça va avoir des conséquences plus graves, ça sera trop tard pour agir avec les plantes, ça risque de remonter, l'infection risque toujours de remonter dans les reins et là,
c'est encore beaucoup plus grave. Mmh. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là, avec des choses très simples, en fait, on peut arriver à faire face à ces problèmes-là qui sont souvent récurrents dans la santé de la femme. Comme je disais, quelle femme peut se targuer de n'avoir jamais eu ni de douleur menstruelle, ni d'infection urinaire, ni de mycose vaginale? Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est trois exemples parlants, mais bon, dans ma formation, je parle d'autres choses aussi, mais je veux dire, et puis il y a, voilà, plus largement, effectivement, il y a la grossesse, il y a la ménopause, il y a tout ça, toutes ces étapes de la vie d'une femme. Mmh. Mais déjà, à commencer par ces petits bobos-là, en fait, ça nous pourrit la vie vraiment, quoi. C'est Ça clair. nous pourrit la vie. Je suis passée par là, donc je le sais. Ça nous pourrit la vie. Et en fait, il y a des choses très simples à mettre en place pour faire en sorte que, voilà, que ça devienne juste de l'histoire ancienne. Mmh mh. Et voilà, donc je trouvais ça important parce que souvent, je trouve que quand on est une femme, je sais pas si c'est, je sais pas, des millénaires de patriarcat, j'en sais rien, mais on souffre en silence, en fait. Ouais. Et je me dis non, il faut redonner ce pouvoir-là, en fait, à la femme de prendre en main sa santé et de pas forcément prendre pour acquis que la douleur, c'est normal. Non, la douleur, ce n'est pas normal. Je sais pas si c'est pareil, c'est l'influence de la culture judéo-chrétienne, tu enfanteras dans la douleur ou je ne sais quoi, mais enfin, Mmh. en tout cas, je vais pas faire une analyse historique et anthropologique de ça ou sociologique, mais en tout cas, je trouvais que c'était important de dire aux femmes, mais non, vous avez le pouvoir de vous rapproprier votre santé, sans faire l'impasse sur les médecins, évidemment, c'est jamais ce que je dis, c'est jamais mon but, Mmh. mais de se dire, bon, bah voilà, je peux faire de la prévention, je peux essayer de comprendre pourquoi, si j'interviens tout de suite avec les plantes, avec les huiles essentielles ou autre, ça va avoir un impact, Mmh. et ça va m'éviter justement de devoir aller me prendre des antibiotiques ou aller consulter et autres, quoi. Ouais. Donc voilà, je trouvais ça important. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est clair. Souvent, l'allopathie, c'est bien quand, disons que ça va soigner le symptôme immédiatement, mais le problème, c'est que ça va pas traiter forcément la cause. Et à un moment donné, c'est important de se pencher sur qu'est-ce qui cause mes soucis et comment je peux faire pour arranger ça et faire en sorte de plus vivre tous ces Oui, symptômes qu'on peut avoir au quotidien assez facilement, quoi. Et comme tu disais, l'équilibre au niveau hygiène de vie, ne serait-ce même alimentation, tout a un impact très important sur notre corps et ça passe par un bon sommeil, une bonne alimentation, une hygiène sportive, enfin, tout un ensemble de choses qui, déjà mis bout à bout, oui. fait que ça devient plus simple. Et puis après, c'est sûr que les plantes peuvent vite aider. Et puis pareil pour les dérèglements hormonaux, en fait, il y a des femmes qui me disent des fois: «Ah mais moi ça me concerne pas», mais en fait, ça nous concerne toutes. À Mm, partir du moment où il y a plein de xénostrogènes, de perturbateurs endocriniens tout autour de nous, en fait, et il y a une explosion des maladies hormonodépendantes, alors les plus graves étant les cancers hormonodépendants, mais il y a pas que ça. Il y a plein, comme tu disais, l'endométriose, mm, mm, heu, il y a plein d'autres dérèglements hormonaux, les syndromes des ovaires polykystiques, les, les kystes divers, enfin les fibromes, etc. Enfin, tout ça, ce sont des maladies qui sont liées à un dérèglement hormonal, notamment. Enfin, l'endométriose, c'est plus complexe que ça, mais il y a notamment la variable de l'équilibre hormonal, en fait, qui entre aussi en ligne de compte. Et donc, je pense que, enfin, sans le savoir, on est exposé à tout ça et, euh, et ça dort, et ça dort, et puis après, à un moment donné, ça explose. Et il y a quand même énormément de femmes qui sont aussi concernées par ça et qui ne le savent pas, en fait, ne c'est ça. serait-ce que parce qu'elles prennent la pilule pendant 20 ans, parce que maintenant, on sait que c'est pas bon de prendre la pilule pendant trop longtemps, la pilule contraceptive, mais c'est toujours prescrit. Et puis, des fois, on vous dit pas forcément, ah ben oui, mais attention, parce que Mm, c'est quand même des hormones de synthèse, donc c'est pas anodin. Ça augmente le risque de cancer hormonodépendant, notamment le cancer des ovaires, je pense. Mais le cancer du col de l'utérus, c'est autre chose. Mais, mais en tout cas, bon, voilà, c'est pas anodin. Et tous ces risques-là qui pèsent un peu sur nous, qui sont des menaces, je pense que c'est bien d'arriver à voir au moins l'information et de faire ses choix en connaissance de cause. Et puis c'est pareil, ça a trait à toute une hygiène de vie, les objets dont on s'entoure, parce que c'est des objets qui sont chargés justement de perturbateurs endocriniens. Et puis c'est pas maintenant, c'est bien connu, même des services hospitaliers. Ces problématiques, ça a un impact en fait c'est bien connu des médecins, parce que ça a un impact sur les petites, sur la santé en fait.
reproductive des petites filles. Et ces petites filles-là, et en fait, il y a un nombre de cas qui explose de petites filles parce qu'elles ont généralement 7, 8, 9 ans, qui développent une puberté précoce. Ouais. Et tout ça, c'est lié aux perturbateurs endocriniens qui nous entourent. Et c'est une catastrophe parce que c'est des petites filles qui deviennent, en fait, qui n'ont plus de croissance à cause de ça, à cause de la puberté précoce, parce que normalement, dans l'évolution en fait normale, c'est-à-dire que à partir du moment où on entre dans la puberté, on grandit beaucoup moins. Mmh mh. Et donc, comme ces jeunes, ces petites filles, parce qu'on peut dire que c'est même pas des jeunes filles encore, si elles ont 7 ans, 8 ans, qu'elles commencent déjà à avoir leurs règles et à avoir leur puberté enfin voilà, tout leur corps se développe comme pendant la puberté, mais en fait, elles n'ont plus de croissance, donc en gros, elles vont faire 1,20 m, quoi. Si elles vont au maximum de leur croissance. Donc, on leur donne des hormones de croissance, etc. Enfin, c'est catastrophique. Ah ouais. Et mon frère, qui ça, on en parlait avec lui, il a vu des cas autour de lui, etc. Ouais. Et ça, c'est à cause notamment des pesticides. Enfin, les pesticides, c'est un maillon dans la chaîne, mais les pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Oui, Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'objets qui nous entourent. il y en a Et donc, partout. bon, toutes ces choses-là, en fait, on en a parlé, ça a fait le buzz il y a quelques années. Moi, je me rappelle, ma fille était bébé, ça a fait le buzz. Mais après, bon, c'est un peu retombé comme un soufflé. Donc, oui, tout le monde a entendu parler du bisphénol A, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Donc, c'est important, en fait, moi, je trouve aussi d'informer pour faire de la prévention. Ça, c'est de la vraie prévention. Souvent, en médecine, on dit faites de la prévention, campagne de prévention. En fait, c'est pas de la prévention, c'est la détection. Et Ouais. la détection, ça va être, voilà, je sais pas, détecter le cancer de ceci, de cela, etc. Donc faire des examens réguliers. Mais en fait, ça, c'est pas de la prévention. La prévention, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Mmh, mmh mh. Ça, c'est super important, en fait, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Alors, il s'agit pas de vivre comme une nonne, hein, ou comme un moine, mais simplement des choses. Voilà, on sait que on se fait du bien quand on fait ça et qu'on se fait du mal quand on fait ça. Et en fait, le secret, c'est d'arriver à se faire du bien, euh, et se faire plaisir tout en se faisant du bien. En fait, c'est d'arriver à trouver une confluence de ces deux concepts-là. Et d'arriver à faire ça pour soi et ensuite à le transmettre à ses enfants pour leur donner des bonnes bases. Parce qu'une fois que c'est transmis, eux, en C'est grandissant, essentiel. ça va tout changer, quoi. Ouais. Tout à fait. Ah oui, non, mais je pense que c'est essentiel. C'est essentiel parce que, bon, moi, des fois, je vois avec un peu de tristesse les générations, enfin, dans certaines familles où il n'y a pas forcément conscience de ça, où je vois des enfants, en fait, qui mangent mal, à 8 ans, ils sont là sur leur écran de téléphone, ils se gavent de sucre, enfin, franchement, et je me dis, enfin, c'est toxique, quoi. Alors moi, j'ai l'air je sais pas, d'une extrémiste peut-être à côté de ces gens-là, enfin, qui me voient peut-être comme ça, j'en sais rien. Mais puis je dis rien. D'ailleurs, j'interviens pas en général si c'est des gens de mon entourage, parce que bon, voilà, soit ils en prennent conscience, soit ça les saoule. Mais ce que je leur dis, mais en fait, je trouve ça triste. Ouais. C'est triste qu'il n'y ait pas justement cette conscience des choses, ou cette volonté en fait de savoir, parce que on le sait maintenant. Enfin, je veux dire que rester devant son écran, ou bouffer des produits industriels à longueur de journée, c'est pas bon. Mais bon, voilà, c'est qu'on veut pas savoir aussi des fois, et c'est ça que je trouve dommage, parce que ces enfants-là, on leur a pas transmis ça en fait, et alors on sait tout ça déjà, et bon, voilà, je trouve ça triste. Ouais, parfois on sait, mais c'est tellement plus simple de garder ses habitudes que de tout changer. Des fois, ça peut paraître une montagne russe, hein, de tout changer, en fait. Et je pense que pour arriver à changer, il faut juste pas se faire, pas vouloir gravir la montagne de suite, mais faire petit à petit. Suivant d'où on part, c'est OK et juste changer une habitude après l'autre, tranquillement, pour que ça s'ancre dans le temps et que ça paraisse pas juste insurmontable. Ouais. Exactement. C'est vraiment la base de la façon dont c'est un des principes en fait, dans mon travail. C'est-à-dire, c'est la base de la façon dont je consulte. Enfin, quand j'ai des personnes qui viennent consulter, euh, c'est-à-dire que bon, on va faire une chose à la fois. Ça sert à rien de tout changer radicalement, parce que des fois, il y en a des gens qui disent, ah bah je vais tout changer, ils sont radicaux, mais en fait, ça ne s'inscrit pas dans la durée. Ben oui. En plus, l'alimentation, c'est une des choses les plus difficiles à changer, parce que c'est tellement imprégné d'émotionnel, c'est tellement inscrit dans des choses très profondes, dans certaines valeurs familiales, culturelles et autres. Enfin,
c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à changer. Beaucoup, beaucoup de mal. C'est la chose la plus difficile à changer dans notre hygiène de vie, en fait, Ouais, l'alimentation. ouais. Donc il faut faire un petit pas à la fois, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il vaut mieux que ça s'inscrive dans la durée en se disant: «Bon, déjà, je vais réduire le sucre», on va dire, par exemple. Parce que c'est quand même un problème majeur Mmh, ça. mmh mh. Ça affaiblit le système immunitaire et cetera. Puis il y a plein de gens qui enfin, puis c'est une vraie addiction, hein. Ils s'en rendent pas compte, mais c'est une vraie addiction. C'est ça. Donc on va dire, allez, on va réduire le sucre et puis après on va vraiment le réduire drastiquement. C'est-à-dire, petit à petit, on va arriver à faire en sorte que ça devienne juste occasionnel de manger du sucre et puis en plus, quand on mange du sucre, on peut aussi choisir de cuisiner soi-même, puis il y avait de mettre des substituts au sucre. Alors je parle pas de l'aspartame et toutes ces merdes, hein, Mmh. mais il y a plein d'autres substituts qu'on peut utiliser. Déjà, et moi quand je fais un gâteau, si je vois une recette, je divise par 3 la ration de sucre et puis tout le monde trouve ça très bon. C'est juste que quand on n'a plus le bec sucré, ben on a moins envie de sucre tout simplement. Donc c'est juste une question d'habitude. Ouais. Et puis il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser qui sont des sucres naturels et qui peuvent remplacer le sucre raffiné qui est vraiment vraiment un gros poison. Bon, alors on va dire, on va changer d'abord ça, d'abord le sucre et puis après, allez, bon, bah maintenant, c'est peut-être le temps de réduire aussi ça ou ça. Bah alors l'idée, c'est pas de supprimer seulement des choses, c'est de prendre aussi des bonnes C'est habitudes. ça. Donc ça veut dire, quand je dis supprimer, ça peut être aussi, bah voilà, c'est peut-être pas le moment d'arrêter tout de suite la cigarette, admettons, mais blabla, tu peux essayer de te fixer cet objectif-là dans 6 mois, par exemple. Enfin, Mmh. voilà. Et puis après, ben voilà, c'est opter pour des bonnes habitudes, se dire allez, je vais me faire 5 minutes de yoga ce matin. Enfin, il faut y aller aussi avec la personne selon ce qu'elle affectionne, selon vers quoi elle tend, ce qu'elle aime, c'est quoi son mode de vie, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, etc. En fait, et donc adapter à chaque fois, c'est toujours modulable. C'est pour ça que c'est difficile d'appliquer, je trouve, en herboristerie ou en santé naturelle, quand on dit, moi des fois ça m'arrive, des gens viennent me voir me dire ah oui, mais alors j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux prendre comme plante? Je leur dis, mais écoute, je ne sais pas, en fait, parce que c'est pas un médicament, une plante. Une plante, c'est une richesse infinie de plein de principes actifs. Donc, c'est pas, tu sais, t'as une maladie, tu prends une pilule, quoi. C'est pas pareil, en fait. Mmh. Donc, chaque personne va avoir moi, je vais adapter à la personne que j'ai en face de moi. Je lui fais tout un bilan de santé, donc je la vois en global. Et puis, je vais adapter à la personne en face de moi un traitement vraiment personnalisé, c'est-à-dire je vais prendre telle et telle et telle et telle plante, plus telle huile essentielle par exemple, plus tel supplément. Mais ça va être vraiment personnalisé pour toi, ce que tu es, quel est ton profil de santé. Heu et puis parce qu'il y a aussi, ben, des risques, de contre-indications, d'interactions. Qu'est-ce que tu as comme pathologie? Est-ce que tu prends des médicaments et cetera? Donc c'est difficile, moi je peux pas répondre à cette question-là, tu vois? Oui. Et donc donc c'est ça, mais c'est à chaque fois y aller petit à petit et ne pas faire, de changements violents et drastiques, mais y aller avec quelque chose de à la fois adapté, personnalisé et en fait l'idée c'est de se faire quand même du bien, quoi. C'est de se faire du bien, c'est pas de se faire violence. Donc c'est pas se dire: «Allez, j'arrête tout et machin». Ça c'est super extrême pour moi et ça marche jamais de toute façon. Mmh. Donc Ça peut pas s'inscrire dans la durée quand tu te fais violence. En tout cas, bah, par rapport à tout ça, là, toutes ces dernières choses qu'on a abordées, si tu avais un conseil à donner aux femmes et pourquoi pas aussi aux hommes qui nous écoutent, eh ben, qu'est-ce que ce serait? il y a tellement de choses à dire. Et puis je viens d'en dire beaucoup d'ailleurs, Mmh, mais je pense que, je vais revenir un peu par rapport à la santé de la femme, là, si par là, un conseil à donner aux femmes, je dirais c'est de reprendre en fait, un peu reprendre un peu la main sur leur santé et sur la prévention et je pense qu'on est vraiment, au sein de la société, au sein de la famille, on est un peu des piliers et on transmet un petit peu, cette, bah, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à expliquer pourquoi il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent aux plantes médicinales. J'ai aucune explication pour ça, mais en fait, c'est un fait. Ce qui fait que, en fait, souvent, c'est les femmes et moi je le vois beaucoup autour de moi, je le vois chez les femmes qui viennent me consulter, enfin, souvent, c'est la femme qui va transmettre ça, qui va dire: «Ah, je veux apprendre ça et parce que ça va apporter ça et donc je vais donner ça à mes enfants, à mon conjoint, etc.» Et c'est souvent la femme qui transmet ça, ouais. qui a ces valeurs-là en fait d'approche naturelle, de santé naturelle, de plantes médicinales, qui s'intéresse à ça. Donc c'est reprendre en fait, c'est de prendre en fait, d'asseoir cette place-là qu'elles ont au sein de la famille, au sein de la société, mais aussi
de l'appliquer à elles-mêmes parce que comme je disais tout à l'heure, souvent, ben, c'est ça, on souffre en silence, Mmh. on a des douleurs menstruelles, oh, bah, c'est normal, ça va passer, on a, telle autre chose, bon, bah, OK, je vais prendre ça, ça va passer, enfin et puis on fait souvent, un peu abstraction de nos douleurs à nous et donc c'est de se réapproprier un peu tout ça, en fait et de se réapproprier aussi, bah, tous ces savoirs qui sont ancestraux et qui étaient d'ailleurs transmis par les femmes aussi. Alors c'est peut-être justement, de l'inconscient collectif, hein, parce que bah, les sorcières, hein, c'était des herboristes. Mmh. Chose, c'était des herboristes, enfin, enfin pas essentiellement, mais uniquement en fait, c'était des herboristes et on les a diabolisés parce que c'était des femmes qui avaient du pouvoir, c'était des femmes des fois, c'est des femmes qui aidaient à coucher, c'était des femmes aussi qui pratiquaient des avortements dans l'illégalité, hein, parce que l'Église avait beaucoup de pouvoir à l'époque. Donc en fait, elles ont été diabolisées pour ça, mais en fait, à la base, c'était simplement des herboristes, des femmes enfin, des thérapeutes, des femmes de soins, quoi. Oui. Et donc, en fait, c'est de retrouver un peu cette place-là, au sein enfin, de manière, humble évidemment, mais au sein de leur famille, de se dire: «Bon, bah, voilà, le point focal, ça peut être moi, puis je peux, apprendre à utiliser telle plante et telle plante et telle plante pour régler tel et tel problème que j'ai et ou que mes enfants ou que mon conjoint a ou que ma grand-mère ou peu importe». Mais c'est d'arriver en fait à retrouver ce lien avec notre histoire, avec l'histoire de la médecine en fait qui a des millénaires de, de, de savoir et donc de s'inscrire là-dedans en fait, de retrouver cette place là-dedans. Et puis les hommes qui nous écoutent, et ben pourquoi pas la même chose en fait, c'est d'être un peu plus à l'écoute parce que moi souvent quand j'ai commencé à étudier le plan médicinal, les sarcasmes que j'ai essuyés, ça Mmh. venait parfois des hommes, enfin souvent des hommes quand même, je dois dire. Dans mon milieu professionnel d'avant, quand j'étais dans l'humanitaire, c'était un peu ah bon, tu vas étudier le plan médicinal, bon voilà, c'était un peu sarcastique. Bon, comme je disais, maintenant, les temps ont un peu changé parce que maintenant, ça devient à la mode. Donc, mais c'est en fait, c'est cette ouverture aussi qui est nécessaire, je pense, qui est importante. Enfin, je sais pas, moi je vois mon frère qui est médecin. Lui, des fois, il vient de me demander conseil, en fait. Il vient de me dire ah, dis-moi pour tel truc, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme huile essentielle, etc. Et ça, c'est chouette, je trouve, en fait. Ça me fait toujours plaisir parce que lui, il a relu mon livre d'ailleurs avant qu'il soit édité, avant qu'il soit publié. Et il a fait partie de mes relecteurs et toute cette en fait, toute cette crédibilité qu'on peut donner aux plantes médicinales, aux huiles essentielles, etc., c'est important de la construire, de la bâtir ensemble, en fait, main dans la main, en fait, entre les, les praticiens de santé alternatifs, enfin, les herboristes, etc., et les médecins, main dans la main, et aussi les femmes, en fait, parce que je pense que les hommes ont aussi à jouer leur rôle là-dedans, et puis les plantes médicinales, d'ailleurs, et notamment la santé reproductive, la santé hormonale, ont beaucoup de choses à apporter aussi aux hommes qui ont Mmh. aussi leur lot de Oui. leur côté, qui ont des problèmes de prostate, etc. Il y a plein de choses en plantes médicinales qui sont vraiment géniales parce que un dérèglement hormonal même sévère, que ce soit homme ou femme, hein, d'ailleurs, on peut rétablir ça, je dirais, assez rapidement quand même. Enfin, quand je dis assez rapidement, c'est en termes de semaines ou de mois, quoi. Ah ouais. Même pour des choses, assez, avec des symptômes importants. Donc les plantes ont une intelligence incroyable et 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 mmh et des principes actifs, qui sont aussi incroyables parce que quand on pense que les principes actifs de certaines plantes vont mimer les hormones des, des nos hormones en fait, nos Mmh. hormones à nous, enfin l'hormone des les hormones des mammifères en fin de compte. Mmh. Heu, c'est quand même incroyable que ce Oui. soit ça dans la nature. En fait, je trouve ça fou parce que bon, les plantes ont des huiles essentielles, c'est pour se défendre contre les insectes, les attaques d'insectes, etc. Mais de la mimer nos hormones, moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Donc voilà, prenons ce cadeau en fait de la nature et essayons d'avancer un peu là-dedans. Alors toujours en restant éthique et parce que c'est évident qu'il y a plein de plantes qui ont été surcueillies, surutilisées, parce que dès qu'il y a une plante qui est à la mode et qui marche, il y a des grands labos pharmaceutiques qui vont mettre le grappin dessus et donc il y a une surcueillette et donc il y a plein de plantes comme ça qui sont arrivées au stade d'être menacées d'extinction, hein, notamment au Canada d'ailleurs. Et donc ça, c'est important de se dire bon bah voilà, celle-là est menacée. Enfin, c'est toujours
utiliser les plantes à bon escient et pas n'importe comment, et de façon, éthique, équitable, choisir, des plantes qui sont pas menacées, choisir des plantes, qui sont pas forcément utilisées par des grands labos pharmaceutiques parce que souvent on peut utiliser les plantes, en tisane, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus efficace, qu'aller chercher des produits, enfin des plantes sous forme de gélules, qui sont produites par des grands labos et qui coûtent très cher en fait, qui coûtent beaucoup plus cher qu'un sachet de tisane quoi, Ouais. qu'un petit paquet de tisane. Donc voilà, enfin ça fait du coup une réponse très complète et très, heu, qui part un peu dans tous les sens par rapport à ta question, mais je pense que tout ça, c'est des points vraiment très importants. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Merci pour, ton partage, tous tes partages, tes conseils là sont tu as un parcours, très riche. Donc, vraiment, c'était un plaisir de t'accueillir, dans cet épisode du podcast. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir aussi de partager tout ça et bonne santé à vous tous et toutes. Merci Laetitia, j'espère que ça plaira, beaucoup aux auditeurs et puis je vous mettrai, Laetitia, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis sur Instagram, Facebook et TikTok, sous le nom en fait de notre petite clinique ici et qui s'appelle Hortus Vitae, jardin de vie en Ouais. latin. Voilà. C'est un beau nom. Et tu as un site internet aussi, donc je vais mettre tout ça en lien Oui, dans le descriptif. Je vais tout partager, comme ça vous pourrez retrouver Laetitia facilement. J'ai vu notamment que justement, je pense que c'est le stage dont tu parlais qui est organisé là du 4 au 11 mai, un stage de phytothérapie, yoga, pilates et chant indien. Ouais, donc voilà, il y a plein de choses que tu mets en place et qui peuvent intéresser, donc je vous partage tout ça. Et puis, merci à toi, merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos commentaires et de partager ce podcast si vous avez apprécié cette conversation. Et prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt dans Deux cœurs à cœur.